Sapiens, une brève histoire de l'humanité, par Yuval Noah Harari, édité chez Albin Michel. Cet extrait est tiré du chapitre L'arbre de la connaissance. Contourner le génome. La capacité de créer une réalité imaginaire à partir de mots a permis à de grands nombres d'inconnus de coopérer efficacement. Mais elle a fait plus. La coopération humaine à grande échelle, reposant sur des mythes, il est possible de changer les formes de coopération en changeant les mythes, en racontant des histoires différentes. Dans les circonstances appropriées, les mythes peuvent changer vite. En 1789, la population française changea de croyance presque du jour au lendemain, abandonnant la croyance au mythe du droit divin des rois pour le mythe de la souveraineté du peuple. Depuis la révolution cognitive, Homo sapiens a toujours pu réviser rapidement son comportement au gré de ses besoins changeants. Cela a ouvert une voie rapide à l'évolution culturelle, contournant les embouteillages de l'évolution génétique. Filant sur cette voie, Homo sapiens eut au fait de dépasser toutes les autres espèces humaines et animales par sa capacité de coopérer. Le comportement des autres animaux sociaux est largement déterminé par leurs gènes. L'ADN n'est pas un autocrate. Le milieu et les excentricités individuelles influencent aussi le comportement des animaux. Dans un environnement donné, néanmoins, les animaux de la même espèce auront tendance à se conduire de manière similaire. En règle générale, il ne saurait y avoir de changement significatif de comportement social sans mutation génétique. Les chimpanzés ordinaires ont génétiquement tendance à vivre en groupe de plusieurs douzaines d'individus dirigés par un mâle alpha. Les bonobos, une espèce très proche des chimpanzés, vivent aussi en groupes plus égalitaires dominés par des alliances de femelles. Les femelles chimpanzés ordinaires ne sauraient prendre exemple sur leurs parents de bonobos et fomenter une révolution féministe. Les mâles ne sauraient se réunir en constituantes pour abolir la position de mâle alpha et proclamer que, dorénavant, tous les chimpanzés doivent être traités en égaux. Des changements de comportement aussi spectaculaires ne sauraient se produire que si des changements intervenaient dans l'ADN des chimpanzés. Pour de semblables raisons, les hommes archaïques ne lancèrent pas de révolution. Pour autant qu'on puisse le dire, les changements de structure sociale, l'invention de nouvelles techniques et le peuplement d'habitats étrangers résultèrent de mutations génétiques et de pressions du milieu, plus que d'initiatives culturelles. C'est pourquoi il fallut des centaines de milliers d'années pour franchir ces étapes. Voici 2 millions d'années, des mutations génétiques se traduisirent par l'apparition d'une nouvelle espèce humaine, appelée l'Homo erectus. Son émergence s'accompagna de la mise au point d'une nouvelle technique d'outils de pierre, aujourd'hui considérée comme un trait saillant de cette espèce. Tant que l'Homo erectus ne subit pas de nouvelles altérations génétiques, ces outils de pierre restèrent, grosso modo, les mêmes, pendant près de 2 millions d'années. En revanche, depuis la révolution cognitive, Sapiens a toujours pu changer de comportement rapidement et en transmettre de nouveaux aux générations futures sans aucun besoin de changement génétique ou environnemental. Un exemple de choix est l'apparition répétée d'élites sans enfants telles que le clergé catholique, les moines bouddhistes et les bureaucraties chinoises de nuque. L'existence de pareilles élites va contre les principes les plus fondamentaux de la sélection naturelle, puisque ces membres dominants de la société renoncent volontiers à la procréation. Tandis que, chez les chimpanzés, les mâles alphas se servent de leur pouvoir pour copuler avec le plus grand nombre de femelles possible, et de ce fait engendrent une bonne partie des jeunes de leur troupe. Le mâle alpha catholique s'abstient totalement de rapports sexuels et de soins aux enfants. Cette abstinence ne tient pas à des conditions environnementales particulières telles qu'une grave pénurie de vivres ou le manque de partenaires potentiels. Elle n'est pas non plus le fruit d'une étrange mutation génétique. Ce n'est pas en refilant le gène du célibat d'un pape à l'autre que l'Église catholique a survécu, mais en transmettant les histoires du Nouveau Testament et du droit canon. Autrement dit, alors que les modèles de comportement des humains archaïques restaient figés pendant des dizaines de milliers d'années, les sapiens ont pu transformer
en une décennie ou deux leur structure sociale, la nature de leurs relations interpersonnelles, leur activité économique et une pléiade d'autres comportements. Prenez une Berlinoise née en 1900 et vivant jusqu'à l'âge mûr de 100 ans. Elle a vécu son enfance les Hohenzollern de Guillaume II, sa vie adulte sous la République de Weimar, le Troisième Reich nazi, puis l'Allemagne de l'Est communiste. Et elle est morte en citoyenne d'une Allemagne démocratique et réunifiée. Elle s'est débrouillée pour vivre sous 5 régimes sociopolitiques très différents, bien que son ADN soit demeuré exactement le même. Ce fut la clé de la réussite de Sapiens. En un combat singulier, un Néandertal aurait probablement battu un Sapiens. Mais, dans un conflit de plusieurs centaines d'individus, les Néandertals n'avaient pas la moindre chance. Ils pouvaient partager des renseignements sur les déplacements des lions, mais probablement ne pouvaient-ils raconter, ni réviser, des histoires sur les esprits tribaux. Bien incapables de composer des fictions, les Néandertals étaient incapables de coopérer effectivement en grand nombre. Ils ne pouvaient adapter leur comportement social à des défis qui se renouvelaient rapidement. Si nous ne pouvons nous insinuer dans l'esprit des Néandertals pour comprendre leur façon de penser, nous avons des preuves indirectes des limites de leur cognition en comparaison de leurs rivaux sapiens. Les archéologues qui fouillent des sites sapiens de 30 000 ans au cœur de l'Europe découvrent parfois des coquillages des côtes méditerranéennes et atlantiques. Il est très vraisemblable que ces coquilles se soient retrouvées à l'intérieur des terres du fait d'un commerce à longue distance entre bandes de sapiens. On ne signale aucune trace d'un pareil commerce sur les sites néandertaliens. Chaque groupe fabriquait ses outils avec les matériaux du coin. Un autre exemple nous vient du Pacifique Sud. Les bandes de sapiens qui vivaient sur l'île de Nouvelle-Irlande, au nord de la Nouvelle-Guinée, se servaient d'une roche vitreuse volcanique, l'obsidienne, pour fabriquer des outils particulièrement robustes, naturels d'obsidienne. Des tests en laboratoire ont révélé que l'obsidienne employée venait de gisements de Nouvelle-Bretagne, à 400 km de là. Certains habitants de ces îles devaient être d'excellents navigateurs qui commerçaient d'île en île sur de longues distances. Le commerce peut passer pour une activité très pragmatique qui ne nécessite aucune base fictive. Mais le fait est qu'aucun autre animal que le sapiens ne s'y livre et que tous les réseaux commerciaux de sapiens que nous connaissons en détail reposaient sur des fictions. Le commerce ne saurait exister sans confiance et il est très difficile de se fier à des inconnus. Le réseau commercial mondial actuel repose sur notre confiance en des entités fictionnelles comme le dollar, la Federal Reserve Bank et les marques commerciales totémiques des sociétés. Quand deux inconnus d'une société tribale veulent commercer, ils vont souvent instaurer la confiance en invoquant un dieu commun, ancêtre mythique ou animal totem. Si les sapiens archaïques, croyant à de telles fictions, faisaient commerce de coquillages et d'obsidienne, il va de soi qu'ils pouvaient aussi échanger des informations, créant ainsi un réseau de savoir plus dense et plus vaste que celui des Néandertals et des autres humains archaïques. Les techniques de chasse donnent une autre illustration de ces différences. Les Néandertals chassaient habituellement seuls ou en petits groupes. Les sapiens, en revanche, mirent au point des techniques supposant la coopération de plusieurs douzaines d'individus, voire de bandes différentes. Une méthode particulièrement efficace consistait à encercler tout un troupeau d'animaux, de chevaux sauvages par exemple, et à les refouler dans une gorge étroite où il était facile de les massacrer en masse. Si tous respectaient le plan, les bandes pouvaient recueillir des tonnes de viande, de graisse et de peau en un seul après-midi d'effort collectif, et soit consommer ces richesses dans un potlatch géant, soit les sécher, fumer et congeler pour un usage ultérieur. Des archéologues ont découvert des sites où des troupeaux entiers étaient ainsi massacrés chaque année. Il existe même des sites où l'on dressait des clôtures et des obstacles pour créer des pièces artificielles et des terrains de carnage. On imagine que les Néandertals n'étaient pas vraiment ravis de voir leur terrain de chasse traditionnel transformé en abattoir sous le contrôle des sapiens. Mais, si des violences éclataient entre les deux espèces,
Les Néandertals n'étaient guère mieux lotis que les chevaux sauvages. 50 Néandertals coopérant de manière statique et traditionnelle n'étaient pas de taille à affronter 500 sapiens polyvalents et novateurs. Et même si les sapiens perdaient la première manche, ils pouvaient rapidement inventer de nouveaux stratagèmes qui leur permettaient de prendre leur revanche.